Salut tout le monde. Accrochez-vous. Le film de suspense le plus époustouflant de l'année vous entraîne là où l'inimaginable commence. Cate Blanchett incarne Catherine, une journaliste avec 20 ans d'expérience, spécialisée dans la révélation de scandales et d'exclusivité. Catherine a reçu le prix d'excellence de la Royal Television Society, une immense reconnaissance qui la place au sommet de sa carrière, équilibrant parfaitement vie professionnelle et familiale. Dans un autre coin de la ville vit Stephen, un vieil homme solitaire dont la vie contraste fortement avec celle de Catherine. Ayant perdu son fils à la quarantaine et sa femme dans ses vieux jours, Stephen, retraité de l'enseignement, passe ses journées entouré des souvenirs de son fils et de sa femme. Oscillant entre rire et larmes, sa vie semblant n'être qu'une succession de solitude et de tristesse. Un jour, il découvre par hasard une sacoche sous une armoire contenant des photos prises par son fils de son vivant. Cependant, les photos suivantes prennent une tournure inattendue. Une épaisse pile de clichés inappropriés apparaît sous ses yeux. Plus surprenant encore, la femme sur les photos lui est familière. Il s'agit de Catherine dans sa jeunesse. Stephen réalise que la mort de son fils pourrait être liée à elle. Depuis la mort accidentelle de Jonathan, sa femme Nancy passait la plupart de son temps enfermée dans la chambre de leur fils, refusant à quiconque d'y entrer, avec pour seul bruit le cliquetis incessant de sa machine à écrire. Stephen ouvre un tiroir scellé depuis 13 ans, y trouvant le couteau préféré de son fils, du parfum, et le manuscrit d'un roman intitulé « Parfait inconnu », rédigé par sa femme, détaillant la vérité sur la mort de Jonathan. Stephen fait publier ce roman, dont l'histoire captivante et dramatique suscite le mépris unanime envers l'héroïne. Peu après, l'œuvre devient un best-seller, mais Stephen souhaite qu'une seule personne la lise, Catherine. Comme à son habitude, après le travail, Catherine savoure un vin rouge précieux avec son mari, profitant de la satisfaction du succès. Elle ouvre un colis sur la table et découvre le roman « Parfait inconnu ». La préface indique que toute ressemblance n'est pas fortuite. En lisant le contenu, Catherine est en sueur froide, car les descriptions du roman reflètent fidèlement ses propres expériences, ravivant des souvenirs vieux de 20 ans. À la fin de sa lecture, Catherine est bouleversée. Son image parfaite est-elle sur le point de s'effondrer? Tôt le lendemain, Catherine, tremblante, décide de brûler le roman, affirmant à son mari que quelqu'un cherche à se venger d'elle. Mais ce n'est pas sa plus grande peur. Ce qui l'effraie le plus, c'est que le contenu du livre la confronte à son propre dégoût d'elle-même. L'échec dans l'éducation de son fils lui a toujours fait ressentir qu'elle était une mère ratée, et la description dans le livre semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Catherine avait envisagé de raconter son passé à son mari, mais c'était trop difficile à dire. Pire encore, son fils Nick a également lu ce livre. Quelques jours auparavant, Stephen avait remis le roman à Nick, se faisant passer pour un client. Catherine est impatiente de connaître l'opinion de Nick sur l'héroïne du roman. Soudainement, elle se sent étourdie. Au bureau, le contenu du roman hante son esprit. Elle demande alors à son assistante Jixu d'enquêter sur l'auteur du roman, Nancy, et sur son mari Stephen. Pendant ce temps, Stephen, tenant des photos récemment développées, se rend à la société fiduciaire de Robert, remettant les photos à sa secrétaire en prétendant qu'il s'agit de documents importants. Stephen sait que ce roman et ses photos suffisent à briser la famille de Catherine. Mais quel est le passé entre Stephen et Catherine? 20 ans plus tôt, Jonathan part en voyage en Italie avec sa petite amie Sarah. Stephen et Nancy profitent de moments paisibles à la maison. Quelques jours plus tard, la police les informe que Jonathan s'est noyé en sauvant un petit garçon en bord de mer. Sous le choc, ils se rendent en Italie pour identifier le corps de leur fils, remettant en question les circonstances de sa mort. Le corps ne présente pas de signe de noyade et une blessure en forme de croix est visible sur son bras. À l'hôtel de Jonathan, il trouve son couteau préféré et des pellicules photos. Sur le lieu de la noyade, la police affirme que de nombreux témoins confirment que le garçon sauvé est également britannique, mais que sa mère est partie précipitamment après l'incident sans laisser de remerciements. Son nom, Catherine Reeves Croft. De retour à Londres, Nancy est submergée par le chagrin, passant ses journées à regarder les photos prises par son fils. Elle décide de développer les pellicules laissées par Jonathan en Italie. Après cela, Nancy s'effondre, s'enfermant dans la chambre de son fils pendant 5 ans. Quelques années plus tard, la santé de Nancy s'est effondrée. Elle a été diagnostiquée d'un cancer et il ne lui restait déjà plus beaucoup de temps à vivre.
Profitant du fait qu'elle pouvait encore marcher, Nancy a finalement fixé un rendez-vous avec Catherine. Elle a parlé franchement. Ce que Catherine avait fait était vraiment déplacé. Après la mort de Jonathan, non seulement Catherine n'était pas venue leur présenter ses condoléances, elle n'avait pas assisté aux funérailles et elle n'avait même pas envoyé une seule fleur. Même après avoir dit tout cela, en voyant l'expression de Catherine, Nancy s'est rendue compte qu'elle ne montrait toujours aucun signe de remords. Nancy, désormais affaiblie, n'a eu d'autre choix que de faire un pas en arrière. Désormais, elle souhaitait simplement voir Nick, le fils que Jonathan avait échangé contre sa vie. Mais Catherine l'a refusé sèchement, par des paroles tranchantes. Elle n'était pas certaine de ce qu'une personne au seuil de la mort pourrait être capable de faire dans un moment de folie. Peu de temps après, Nancy est décédée. Elle a laissé derrière elle uniquement ce roman intitulé « Parfait inconnu », dans lequel était consignée la vérité sur la mort de leur fils Jonathan. Voyons maintenant ce que raconte ce roman de Nancy. Il y a 20 ans, un jour, Jonathan était parti en Italie avec sa petite amie Sarah pour un voyage. Tous deux n'avaient pas encore 20 ans et semblaient encore en pleine période de rébellion. L'allure de Sarah ressemblait à celle d'une jeune fille tombée sur la mauvaise pente, ce qui déplaisait profondément au couple Stephen, qui n'appréciait pas ce genre de fille. Mais que pouvaient-ils faire ? Leur fils l'aimait. Ce qui devait être à l'origine un parfait voyage en Italie a été perturbé par un appel téléphonique de Sarah. Sa mère lui annonça que sa tante, qu'elle aimait le plus au monde, avait été victime d'un accident de voiture mortel. Elle devait maintenant prendre le car pour rentrer. Une fois Sarah repartie, Jonathan, s'ennuyant, écoutait de la musique tout en écrivant une lettre pour partager avec sa mère ce qu'il voyait et vivait durant le voyage. La dernière étape du voyage en Italie, il avait choisi la mer. C'est précisément là qu'un jeune homme de 19 ans nommé Jonathan a rencontré une femme de 30 ans, Catherine. Par coïncidence, le mari de Catherine, Robert, avait aussi dû partir précipitamment pour une urgence. En un seul regard, Jonathan fut ébloui par la jupe de Catherine flottant dans le vent. Ce genre de charme mature était quelque chose que Sarah ne possédait pas. Quand Catherine découvrit que Jonathan était en train de la prendre en photo en cachette, elle ne s'est même pas fâchée. Jonathan expliqua qu'il essayait de capturer le halo lumineux qui entourait son corps. Mais les petites intentions de Jonathan étaient déjà complètement transparentes aux yeux d'une Catherine expérimentée. Lorsque Catherine s'apprêtait à ramener son fils à l'hôtel pour se reposer, Jonathan se précipita avec empressement pour lui rendre service, flattant au passage le petit Nick. Après l'avoir raccompagné Nick à l'hôtel pour qu'il se repose, les deux adultes commencèrent officiellement leur rendez-vous. Sous les séductions incessantes et les provocations de Catherine, Jonathan fut rapidement charmé au point d'en perdre la raison, devenu presque idiot d'obsession. Ce qui allait arriver ensuite, il n'était même pas nécessaire de le dire tant cela était évident. Une fois que les deux furent complètement épuisés, Jonathan eut soudain une inspiration. Il prit son appareil photo et demanda à Catherine de coopérer avec lui pour prendre quelques clichés d'un style artistique. Catherine non seulement n'a pas refusé, mais elle semblait au contraire apprécier pleinement cet état d'abandon et de confusion passionnée. Son corps était entièrement dominé par le désir. Elle en oublia même complètement qu'elle était une mère. Le lendemain, Catherine semblait encore insatiable. Elle supplia une femme à côté de garder son fils pendant un moment, et elle alla avec Jonathan aux toilettes, pour, selon ses mots, continuer à explorer le sens de la vie. Après quelques jours passés ensemble, Catherine était complètement épuisée, et elle commençait même à se sentir un peu lasse. Mais Jonathan, lui, était tombé profondément amoureux. Il semblait avoir pris une décision ferme. Il ne voulait plus la lâcher, et il déclara même vouloir acheter un billet pour rentrer avec elle. Mais comment Catherine aurait-elle pu abandonner sa famille pour un jeune homme sans le sou ? À un moment donné, Catherine s'était endormie sur la plage. Lorsqu'elle se réveilla, elle constata avec stupeur que Nick avait disparu. Sur le sable, il ne restait que les traces d'un petit bateau qui avait été traîné. En regardant attentivement, elle vit Nick, seul, flottant en mer. Les vagues gigantesques le faisaient tanguer dangereusement, et il s'éloignait de plus en plus de la côte. À l'aide, à l'aide. Jonathan, en pleine forme physique, plongea aussitôt dans la mer et nagea de toutes ses forces en direction de Nick. En entendant les cris de détresse de Catherine, deux autres hommes s'élancèrent à leur tour pour porter secours. Grâce à l'aide de Jonathan, Nick fut sauvé et ramené sur la plage par les deux hommes. Mais malheureusement, sur le chemin du retour à la nage, Jonathan,
à bout de force, commença à sombrer dans le désespoir. Ses appels à l'aide furent rapidement étouffés par les vagues rugissantes. Tout le monde semblait avoir oublié sa présence. Seule Catherine pouvait clairement le voir, en train de crier désespérément à l'aide. À ce moment-là, ses yeux étaient froids, remplis de cruauté. Elle espérait soudainement que Jonathan disparaisse à jamais dans l'océan, pour ainsi être totalement libérée de son harcèlement. Mais une femme finit par apercevoir Jonathan dans l'eau. Bien qu'il ait été repêché par l'équipe de secours, malheureusement, Jonathan n'eut pas cette petite chance en plus dont il avait besoin pour survivre. Les gens se dispersèrent lentement, avec une tristesse légère. Quant à Catherine, elle ne lui jeta même pas un regard. Elle tenait Nick dans ses bras, serré contre elle, et s'éloigna sans se retourner. Robert, son mari, mit toute une journée à lire le roman jusqu'au bout. Il n'arrivait pas à croire que Catherine, qui avait toujours été si froide et distante, pouvait être aussi dévergondée devant un autre homme. Jusqu'à ce qu'il voie la série de photos indécentes que Stephen lui avait envoyées. À cet instant précis, le contenu des photos correspondait parfaitement aux descriptions dans le roman. Robert se mit à trembler de tout son corps. Catherine était pourtant son premier amour. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer que la femme avec qui il partageait son lit depuis des décennies puisse lui être aussi étrangère. Le plus écœurant dans tout cela, c'est que leur fils Nick était présent à cette époque-là, juste à leur côté. En pensant à Nick, Robert se souvint soudainement. À l'époque, Nick avait déjà 5 ans. Il se dit qu'il se souvenait peut-être encore de ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Robert, qui avait l'allure d'un jeune homme élégant et libre dans la société, refusait pourtant de vivre dans leur vaste maison de luxe. Il avait choisi de louer un logement désordonné comme celui-là, menant une vie décadente, négligée et débraillée. En pensant à tout cela, la rancune de Robert envers Catherine grandit encore davantage. Il pensait que c'était forcément à cause de Catherine, trop préoccupée par son travail et ses plaisirs, qu'elle avait négligé l'éducation de leur enfant. Et pour justifier tout cela, elle appelait ça « favoriser l'indépendance de l'enfant ». Pendant le repas, lorsque Nick parla de son envie de partir en vacances avec sa petite amie, Robert en profita pour aborder le sujet. « Tu te souviens d'être allé en vacances en Italie quand tu étais petit ?» Mais Nick répondit qu'il ne s'en souvenait pas. « Tu es sûr que tu ne t'en souviens pas? Ta mère et son amie, tu ne les as jamais vus? Je t'ai déjà dit que je ne m'en souvenais pas. » De retour à la maison, Robert ne dit pas un mot de plus. Il lança directement les photos à la figure de Catherine. Catherine tenta de s'expliquer, disant que les choses n'étaient pas comme il les imaginait. Mais elle semblait incapable de formuler clairement ses paroles. Et face à des preuves aussi irréfutables, Robert ne pouvait plus lui faire confiance, quoi qu'elle dise. Pendant que Catherine était absente, Stephen en profita pour trouver son assistante, Jixu. Il lui remit le roman en main propre et, en même temps, révéla entièrement les glorieux exploits de Catherine, en ajoutant qu'elle l'avait toujours menacée. Stephen savait très bien que Jixu, d'origine asiatique et longtemps resté dans l'ombre, saisirait cette rare occasion pour s'élever dans la hiérarchie. Et effectivement, quand Catherine arriva au bureau, plusieurs collègues lui tournèrent complètement le dos. Ils la confrontèrent directement, lui demandant pourquoi elle avait abusé de son pouvoir pour faire enquêter Jixu sur la vie privée de Stephen. Acculée, incapable de se défendre, Catherine, folle de rage et couverte de honte, en vint même à frapper quelqu'un, en pleine vue de tous ses collègues. Et ainsi, Catherine perdit aussi son travail. La vidéo de l'agression circula rapidement sur Internet, ce qui déclencha contre elle une vague de cyberharcèlement. Après avoir réussi à faire tomber Catherine, Stephen redirigea aussitôt son attaque vers Nick. Selon le principe « connaître son ennemi pour le vaincre à coup sûr », elle commença par explorer tous les moyens possibles pour connaître les goûts de Nick. Puis, elle créa un compte sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour Jonathan, en y publiant uniquement les photos prises par Jonathan de son vivant, qu'elle adapta simplement avec des filtres modernes. Le but, attirer Nick dans le piège. Comme prévu, le jeune Nick fut rapidement séduit. Ils commencèrent à discuter, et le courant passa si bien qu'ils devinrent rapidement complices. Mais plus ils parlaient, plus Nick sentait que quelque chose clochait. Car Stephen commença à évoquer des détails du roman. En voyant les réactions de Nick face à certaines descriptions, Stephen comprit que le moment était venu. Elle lui envoya directement cette photo prise sur la plage. Nick, en voyant l'image, resta complètement figé. Puis Stephen lui révéla la vérité.
Le petit garçon sauvé dans le roman, c'était lui. Et celui qui l'avait sauvé, Jonathan, était déjà mort. Nick agrandit la photo pour mieux voir le visage de Jonathan. C'était un portrait mortuaire. Profitant de sa stupeur, Stephen frappa un grand coup en envoyant d'un seul bloc à Nick toutes les photos obscènes de Catherine. Nick n'en croyait pas ses yeux. En comparant les descriptions des gestes et des expressions dans le roman avec celles des photos, il réalisa que tout correspondait parfaitement. L'œuvre était achevée. Nick ne pouvait accepter une vérité aussi tordue et aussi cruelle. Il détestait sa mère de tout son cœur, et il se détestait lui-même autant. Nick appela sa mère dans un accès de rage, voulant tout déverser, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Alors, il n'eut d'autre échappatoire que la drogue pour engourdir sa douleur. Malheureusement, à cause d'une consommation excessive, Nick tomba dans un profond coma. Le dealer, un voyou, l'abandonna devant les portes de l'hôpital avant de prendre la fuite. À ce moment-là, Robert avait déjà trouvé un terrain d'entente avec Stephen. Il ne s'était pas contenté de présenter des excuses unilatérales à Stephen, mais il avait même décidé de se ranger de son côté pour s'opposer ensemble à sa femme Catherine. Le lendemain matin, Catherine et Robert arrivèrent à l'hôpital. Ils virent leur fils allongé dans l'unité de soins intensifs. Le couple se relaya pour veiller Nick. Très vite, Stephen apprit la situation de Nick. Sous l'approbation de Robert, elle eut la permission d'entrer à l'hôpital pour lui rendre visite. Son objectif ultime, tuer Nick. Elle voulait que Catherine goûte elle aussi à la douleur de perdre un fils. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir un médicament pour passer à l'acte, Catherine arriva juste à temps et la poussa violemment au sol. Stephen, loin d'abandonner, décida d'exécuter un second plan de meurtre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Catherine avait déjà anticipé son mouvement. Catherine, armée d'un couteau, avait escaladé le mur de la maison de Stephen pour l'affronter et négocier. Stephen, profitant d'un moment d'inattention, réduisit un somnifère en poudre et le versa dans une tasse. Dans son cœur, Catherine avait toujours une question qui la taraudait. Comment Nancy, qui n'était pas présente sur les lieux, avait-elle pu, à partir de quelques photos seulement, recréer une scène aussi précise et convaincante? Bien que la description des scènes et des détails dans le roman soit très réaliste, les émotions intérieures des personnages, ça, elle ne pouvait absolument pas les comprendre. Ensuite, ce fut enfin au tour de Catherine de révéler sa propre vérité. En réalité, les émotions apparentes sur les photos étaient fausses. Ce jour-là, après une brève rencontre sur la plage, Catherine était allée manger au restaurant, et Jonathan s'y trouvait aussi par hasard. Catherine lui avait adressé un sourire de politesse, mais comme Jonathan n'arrêtait pas de la fixer du regard, Catherine s'était sentie un peu mal à l'aise. Pour être honnête, ce malaise s'accompagnait aussi d'un soupçon d'excitation. Après tout, qui ne rêverait pas d'une rencontre romantique? Mais en y réfléchissant, elle se ravisa. Son fils était là, et la raison finit par l'emporter sur l'imagination. Cependant, alors qu'elle ouvrait la porte de la chambre d'hôtel, de peur de renverser le vin, elle avait laissé la clé sur la serrure. En voyant le visage innocent de son fils, tous les fantasmes de beau garçon et de rencontres romantiques s'évanouirent d'un coup de son esprit. Rien n'était plus important que la famille. Ce qu'elle ne s'attendait pas à sentir en entrant dans la chambre, c'était l'odeur d'un autre homme. Et cet homme, ce ne pouvait être que Jonathan, car son parfum bas de gamme était beaucoup trop reconnaissable. Par crainte pour la sécurité de son fils, Catherine n'osa pas émettre le moindre son. Jonathan entailla sa propre peau à l'avant-bras avec un petit couteau, traçant une croix sanglante, puis il força Catherine à lécher son sang pour le nettoyer, avant de la frapper brutalement. Ses sanglots réveillèrent Nick. Jonathan la menaça, lui ordonnant de rendormir son fils comme si de rien n'était. Ensuite, Catherine subit une nouvelle menace. Cette fois, elle devait poser pour des photos avec lui, tout en affichant une expression de plaisir et de joie. Le clic du déclencheur de l'appareil photo et le vrombissement de la mise au point automatique faisaient ressentir à Catherine qu'elle n'était plus qu'un objet sale, fané, que l'on manipulait à sa guise. Ce qui arriva ensuite était évident. Avant de partir, pantalon remonté, Jonathan ne manqua pas de féliciter Catherine en lui lançant « T'as été super ». Ainsi, Catherine fut agressée sexuellement par Jonathan pendant près de 3 heures et demie. Pour éviter que cela ne détruise sa propre vie et celle de sa famille, elle choisit de ne pas porter plainte. Tout ce qui s'ensuivit était exactement comme dans le roman,
à l'exception d'un seul détail, l'état d'esprit de Catherine. Le roman disait qu'elle avait eu peur que Jonathan continue à la harceler, alors elle avait décidé de ne pas le sauver. Mais en vérité, Catherine haïssait Jonathan et souhaitait le voir mourir. Stephen, bien sûr, refusa de croire cette version des faits racontés uniquement par elle. Si tout cela est vrai, pourquoi ne pas l'avoir dit à Nancy à l'époque? Catherine répondit « Je ne voulais pas que quelqu'un, déjà condamné par la maladie, apprenne que son fils était un violeur. » Catherine raconta à Stephen qu'elle avait conservé des preuves. Elle avait recueilli le sperme de Jonathan dans une fiole et avait même pris des photos de ses blessures. Mais par la suite, dans le but de tout oublier, de faire comme si rien n'avait jamais existé, elle avait tout détruit, les preuves, les photos, ne gardant que quelques images heureuses. Car depuis que Jonathan était mort, elle n'avait plus besoin de prouver sa propre innocence à qui que ce soit. Il y avait encore une chose très importante. Peu de temps après les événements, Catherine découvrit qu'elle était enceinte. Mais elle n'était pas sûre de qui était le père, Jonathan ou son mari. Alors, elle choisit de se faire avorter. À ce moment précis de son récit, le médicament que lui avait administré Charlie fit soudain effet, et Catherine perdit instantanément toute capacité de mouvement. Stephen, loin d'abandonner, décida de profiter de cette opportunité pour se rendre à l'hôpital et tuer Nick. Peu de temps après, Catherine reprit connaissance et prit immédiatement un taxi pour le rattraper. Mais il était déjà trop tard. Stephen était arrivé à l'hôpital. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à passer à l'action, Nick se réveilla soudainement, appelant « Maman ! Maman !» à plusieurs reprises, tout en serrant la main de Stephen, refusant de la lâcher. À cet instant, Stephen fut submergé par des émotions contradictoires. Son fils Jonathan, dans ses derniers instants, devait lui aussi appeler « Papa, maman », non? Est-ce que Catherine était vraiment coupable de quoi que ce soit? Si Stephen tuait réellement Nick, alors la mort de Jonathan aurait été complètement vaine. Après un court moment de réflexion, Stephen trouva enfin sa réponse dans son cœur. Il alla voir Robert pour lui présenter ses excuses et lui révéla toute la vérité qu'il détenait. Quand Catherine vit Stephen devant l'hôpital en train de dire « Je suis désolée », elle crut instinctivement que quelque chose était arrivé à Nick. Mais elle ne savait pas que Robert s'était précipité vers elle, en disant « Je suis désolée », et ajouta « Nick s'est réveillé », en voyant Nick sain et sauf, Catherine put enfin souffler et se calmer. Robert, alors, décida de retourner l'accusation contre Stephen. De retour chez lui, Stephen brûla tous les souvenirs concernant son fils et sa femme. Alors que les photos étaient presque toutes réduites en cendres, Stephen découvrit dans un coin d'une des photos la silhouette minuscule de Nick. Se pourrait-il que ce soit là la véritable blessure de l'enfance de Nick? En réalité, Stephen avait commencé à se repentir depuis longtemps, parce qu'il avait déjà des doutes sur le contenu du roman. Premièrement, dans le roman, il était dit que la petite amie de Jonathan, Sarah, était repartie brusquement parce que sa tante avait été tuée dans un accident de voiture. Mais plus tard, lors d'un appel entre Nancy et la mère de Sarah, on pouvait clairement sentir la colère de l'autre partie et sa volonté de ne plus jamais avoir le moindre lien avec eux. En vérité, la tante de Sarah n'était pas morte, et Nancy, dans le roman, avait délibérément inventé sa mort dans un accident, probablement pour libérer sa colère. Elle soupçonnait que son fils Jonathan avait réellement des tendances violentes. Deuxièmement, dans le roman, il est écrit que dans la lettre de Jonathan à sa mère, il n'avait salué que sa mère. Mais dans la vraie lettre, il avait aussi adressé un mot à son père. Cela prouve que l'écriture de Nancy était très subjective. Ensuite, il y avait la cicatrice en forme de croix sur l'avant-bras de Jonathan. Ce détail n'était pas décrit dans le roman, sans doute parce que Nancy n'arrivait ni à comprendre, ni à ressentir ce genre de comportement. Mais dans le récit de Catherine, ce détail était bel et bien présent, ce qui pouvait aussi prouver que Jonathan avait possiblement des tendances violentes. Il y avait aussi un autre point. Dans le roman, il est écrit que le plafond de la chambre où ils étaient enfermés était orné d'une peinture érotique pour souligner leur nuit de passion. Mais en réalité, ce n'était qu'une peinture ordinaire. Stephen comprit alors clairement que sa femme Nancy, par désir de vengeance, avait délibérément idéalisé l'image de Jonathan, ignoré volontairement certains indices compromettants et présenté l'autre partie comme une femme légère et frivole. Mais un violeur serait-il capable de risquer sa vie pour sauver quelqu'un? En réalité, le fait qu'une personne viole une femme ne veut pas dire qu'elle laissera mourir un enfant,
surtout si cet enfant est celui de la personne qu'elle aime. Cependant, la version de la vérité racontée par Catherine, est-ce vraiment toute la vérité? Pas forcément. Premièrement, sur les photos, on voit clairement la silhouette de Nick. Et cela ne correspond pas à ce que Catherine avait raconté, à savoir que Nick dormait dans le lit de la chambre des enfants tout du long. Deuxièmement, si Jonathan voulait simplement satisfaire ses besoins, il n'aurait eu aucune raison de risquer sa vie pour sauver un enfant qui n'était même pas à lui. Enfin, l'expression de plaisir véritablement spontanée que l'on voit sur les photos de Catherine n'est pas quelque chose qu'on peut simuler à la dernière seconde sous la contrainte. Ainsi, avec le passage du temps, la vérité devient impossible à vérifier. Chacun construit sa propre version de l'histoire au-dessus de la vérité pour justifier ses propres actes monstrueux. Et la fin de cette histoire devient encore plus absurde. Apprenant que sa femme avait été violée et non qu'elle avait eu une liaison, Robert sembla pousser un soupir de soulagement. À ses yeux, le fait que sa femme ait été violée était bien plus acceptable que si elle l'avait trompé. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un j'aime et n'oubliez pas de partager avec vos amis pour nous soutenir. À très bientôt.